Cet épisode est présenté par l'Académie canadienne de santé pelvienne. Pour tous vos besoins en formation continue en physiothérapie périnéale et pelvienne, faites-leur confiance. Elles sont la référence au Québec depuis plus de 30 ans. Elles offrent aussi du mentorat en ligne. Pour tous les détails sur le contenu des formations, que ce soit en anglais ou en français, en ligne ou en présentiel, rendez-vous au canadianpelvichealthacademy.com. Aujourd'hui, je vais discuter de la préparation à l'accouchement avec Emmanuel Dupont, qui est physiothérapeute. Salut Emmanuel. Salut Isabelle. On est aussi des amis dans la vie, fait que ça se peut qu'à un moment donné, j'échappe un petit Manu parce que c'est ton surnom que j'utilise le plus souvent. Donc, je te Oui. laisse te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Alors moi, c'est Emmanuelle Dupont. Je suis physiothérapeute depuis maintenant 10 ans. Je pratique depuis la naissance de mes enfants là, exclusivement en rééducation périnéale à la clinique Femina à Québec. D'abord, en fait, j'avais une expérience plus en musculo-squelettique, là. J'ai fait, mes cours de thérapie manuelle. Je travaillais vraiment avec une clientèle plus musculo-squelettique, mais j'ai toujours eu un petit intérêt en rééducation périnéale. Puis c'est ça, avoir des enfants, ça m'a redonné la passion. Je suis aussi maman de 2 enfants, donc un garçon de 7 ans bientôt qui est né, tout autour d'un, parcours plus, obstétrical. J'ai eu, disons la cascade d'interventions dans cette première naissance-là. Puis Jeanne qui a eu 5 ans, elle, j'ai fait un suivi sage-femme. Fait que dans ce parcours-là, ça a été le fun de voir en fait là, les 2 dimensions là, de suivi. Puis mes expériences physiques aussi ont par la suite, ça m'a encore plus donné le goût d'aider les autres femmes là, à retrouver le pouvoir dans leur corps, et de les rééduquer comme je le pouvais avec les connaissances que j'ai. Tu donnes aussi les cours de préparation à l'accouchement qui sont offerts par Femina depuis quelques années. Oui, depuis, au moins 3 ans, là, je couvre, toute la partie périnatale pour donner de la connaissance, là, pour les parents à savoir comment faire des choix libres et éclairés. Puis ensuite, on parle vraiment une séance au complet sur, la période postnatale. C'est vraiment plus, là, nous, axé sur les parents puis surtout la femme. Fait que d'où notre côté physio, disons. C'est le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Tu sais, de ton expérience, puis selon la littérature scientifique, est-ce que il y a des données qui soutiennent le fait de faire une préparation à l'accouchement? Puis est-ce que ça teinte un peu l'expérience aussi de la personne qui accouche? Est-ce qu'on a des meilleurs niveaux de satisfaction là, pour les gens qui se sont préparés à leur accouchement? Je pense que tout est nuancé. Tu sais, chaque personne va avoir une vision des croyances. Fait que, tu sais, il y a des personnes qui sont très go with the flow, puis tu sais, c'est bien correct. Tu sais, il faut pas non plus que tout le monde se dise j'ai absolument besoin de faire un cours prénatal. Toutefois, dans les études, ce que ça dit, c'est que le soutien en continu pendant l'accouchement et avant l'accouchement diminuerait les taux d'accouchement par césarienne, d'anesthésie, de naissance avec l'instrumentation. Puis c'est aussi, vraiment plus perçu chez la femme comme une source de soulagement de sa douleur, là, quand on parle d'un soutien en continu durant l'accouchement. Ça augmente vraiment sa satisfaction, une sensation en fait de, comment je dirais ça? De pouvoir, hem c'est ça, comme de dépassement de soi. Souvent, ça va être quelque chose qui va avoir été nommé par la femme. Puis je pense que c'est entre autres dans savoir tout ce qu'elle peut faire. Puis quand on parle de soutien en continu pendant l'accouchement, mais quand le ou la partenaire est présente et elle sait quel rôle elle peut jouer, elle aussi, ça va lui faire vivre du pouvoir puis de se sentir outillée, ben, c'est ce que ça démontre dans les études. Oui, puis surtout pour un premier accouchement, là, tu sais, c'est beaucoup d'inconnus, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Comme tu disais, il y a beaucoup de croyances, des craintes aussi qui peuvent être associées à tout ça. Fait que, tu sais, de s'informer, de s'éduquer, souvent, ça nous permet de mieux comprendre peut-être qu'est-ce qui va arriver, même si c'est pas un scénario qui est vraiment rigide dans le temps. Euh, Ouais, ben, tu sais, si je voulais juste peut-être rebondir un peu sur ce que tu nommais, un premier accouchement, c'est beaucoup de d'inconnus, puis c'est pourquoi je pense que beaucoup de femmes vont venir à leur rendez-vous. Tu sais, moi, je fais un suivi, je dirais 90 de mes clientes, c'est du périnatal, là, donc ils vont venir au rendez-vous, puis je leur dis: «Comment tu vois ça, l'accouchement? Est-ce que tu fais une préparation?» Celles qui sont comme: «Ah, gars, moi, je veux pas avoir d'attente, je veux pas être déçue». Ben, je leur dis toujours: «D'accord, mais c'est quoi tes peurs?» Tu sais, puis je pense de prendre le temps aussi de savoir qu'est-ce qui te fait peur à pas vouloir te préparer, tu sais? Fait que ça leur amène un peu à: «OK».
c'est dans quoi je devrais aller me diriger, qu'est-ce que je devrais réfléchir un petit peu. Hem, Puis je vais leur donner des ressources, puis ils choisissent bien entendu. Mais si on fait aussi le lien avec, je sais pas si, tu connais la professionnelle en stress, Sonia Lupien? Fait que, Oui. tu sais, par rapport à l'acronyme qu'elle nomme CINE, fait que, tu sais, l'accouchement, mais aussi ensuite devenir parent, ça génère quand même des stress. Puis c'est démontré que, tu sais, il y a une augmentation du taux de cortisol, le cortisol étant l'hormone de stress, là, aux alentours de l'accouchement puis pendant l'accouchement. Fait que si on voit l'accouchement comme un stress, ben l'acronyme aussi qui dénote qu'est-ce qu'un stress, c'est la perte de contrôle, l'imprévisibilité, l'ego menacé, Ah, la nouveauté. Les 4 là, on a les 4 très actifs durant un accouchement. Puis ce qu'on sait dans la littérature, c'est que si on veut diminuer le stress, ben, entre autres, avoir un sentiment de pouvoir, une connaissance, avoir un sentiment de contrôle de pas savoir qu'est-ce qui se passe tout en sachant très bien que l'accouchement demande du lâcher-prise, bien entendu, mais en ayant l'impression d'avoir un peu plus de contrôle, ben, ce qu'on voit, c'est que le cortisol, il s'abat. Je pense que dans la préparation à l'accouchement, entre autres, pour ces raisons-là, ça vaut la peine de s'éduquer. Les sportifs se préparent pour leurs épreuves, tu sais, comme un marathon, une compétition importante. Ça reste quand même une grande épreuve physique, là, d'accoucher, donc pourquoi qu'on se préparerait pas? Tu sais, je me dis, on peut faire un peu le parallèle aussi avec les sportifs. Vraiment, je trouve, parce que, tu sais, sur notre corps, c'est aussi énormément de modifications. La majeure partie se font tranquillement, là. Il y a tellement de changements qui se font de façon graduelle, hein, pour créer un être humain dans notre corps. C'est incroyable, la nature. Mais après ça, c'est un challenge. Tu sais, si on parle d'un accouchement vaginal, en moyenne, pour une femme nullipare, c'est une femme qui n'a jamais eu d'accouchement. C'est en moyenne de 12 à 15 heures de travail actif. Tu sais, c'est quand même un pas pire long temps, là, tu sais, où est-ce que tu ressens des sensations extrêmement intenses, tu sais? Fait que ton corps crée un humain, il le sort de ton corps. Je pense que plus tu es préparé physiquement et mentalement, plus tu vas en ressortir forte et puissante, en tout cas, c'est comme ça que je le visualise et c'est ce que je ressens et ce que j'entends souvent aussi en clinique, là. Puis tu as mentionné justement les changements, là, qui vont s'installer graduellement au cours de la grossesse. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ben d'abord, là, c'est les changements hormonaux. Il va y avoir des hormones qui vont vraiment augmenter. La première, celle qu'on va détecter là, sur notre test de grossesse, celle-ci va rediminuer assez rapidement durant la grossesse. Mais ensuite de ça, il va y avoir une augmentation, entre autres, de la progestérone, de l'estrogène, de la relaxine, de la prolactine, qui sont nos 4 autres hormones qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'influence sur l'entièreté de notre corps. Pourquoi? Pour créer un humain. C'est quand même fou. Le 1er trimestre, c'est quand même un peu, désagréable en moyenne, là. 60 des femmes vont vivre des nausées et des vomissements. C'est vraiment causé par les changements hormonaux qu'ils vont vivre. Les changements hormonaux et la grossesse vont générer aussi des changements au niveau de la sphère cardiovasculaire. On va avoir 40 plus de volume sanguin, hein. Tu sais, c'est notre sang qui est transmis à notre bébé par le placenta, par le cordon ombilical. Donc, ce sang-là, il faut quand même aussi nous le filtrer. Notre cœur, pardon, doit pomper, donc la fréquence cardiaque va augmenter, il va y avoir plus de pression dans nos veines, dans nos artères. Ce que ça peut faire, c'est générer une augmentation du taux d'anémie chez la femme enceinte, fait que plus de fatigue. Il peut avoir donc plus de pression au niveau des veines, ce qui pourrait apporter aussi des changements au niveau circulatoire. La grossesse, de par aussi le volume de l'utérus dans le bassin, la pression, ça pourrait donc nuire au retour veineux. La progestérone aussi, qui est une hormone en fait qui permet le relâchement des muscles lisses. Pourquoi? Parce que tu as pas vraiment envie que ton utérus contracte, entre autres, durant la grossesse, hein. On veut que ce bébé-là reste dans l'utérus pour qu'il puisse, grandir, jusqu'à sa date prévue, on va dire, jusqu'à ce qu'il ait tous ses besoins. Si mes veines sont plus dilatées, il y a plus de volume sanguin, ils vont être plus engorgés. Avec la gravité et en plus avec le poids du bébé dans le bassin, ça va faire qu'il va y avoir souvent des femmes qui vont vivre des jambes sans repos, par exemple. Ils vont avoir de l'édème, de la rétention de liquide au niveau des jambes. Fait que les bas vont rester marqués. Il va y avoir des crampes dans les mollets. Ils vont remarquer sur leurs jambes parfois des varices. Ils vont ressentir parfois de la lourdeur au niveau de la vulve.
Ils vont même regarder s'ils voient avec leur miroir que leur vulve apparaît différente. Fait qu'elle est comme plus joufflue. Elle est aussi parfois plus colorée. Puis on peut même voir apparaître des veines qui se sont distendues de par l'augmentation vasculaire. Les veines vont être plus mauves, plus bleues. Ils peuvent être au niveau des grandes lèvres. Ils peuvent être dans le canal vaginal. Ils peuvent être sur les petites lèvres. Et quand il y a une veine qui est congestionnée, là, tu sais, qu'il y a du sang qui reste là, ben ça amène quand même des sensations, en général, désagréables. Fait qu'ils peuvent sentir, si c'est au niveau de la vulve, une sensation de lourdeur, de pesanteur, qui va être surtout en fin de journée ou s'ils ont été longtemps statiques, puis que là, ils se remettent à bouger. Ressenti parfois comme s'ils ils avaient peur de la descente d'organes, mais si on observe, c'est vraiment plus au niveau externe, là. Hem et ça peut même amener vraiment de la douleur, là, quand c'est très congestionné, très gonflé au niveau de la lèvre, par exemple. Puis il y a des trucs qu'on peut faire, hein. Il y a plein de stratégies qu'on peut faire pour diminuer, les symptômes, là. Fait qu'en physio, on va vous donner plein de conseils, entre autres pour diminuer la rétention vasculaire, puis les dilatations, des vaisseaux en périphérie. Puis avec le médecin aussi, on peut vous aider, par exemple, en prescrivant des bas supports ou des collants supports. Il existe des orthèses aussi qu'on peut placer juste en externe pour aller générer une compression un petit peu plus au niveau de la vulve. Bref, il existe plein de choses. L'augmentation aussi du volume sanguin va augmenter, on disait la fréquence cardiaque, ça va augmenter aussi l'essoufflement. Le cœur pompe plus vite, mais je vais devoir respirer plus vite aussi. Fait que ça, c'est quelque chose qui est souvent très noté chez les femmes. Voyons, je viens de monter des escaliers puis j'ai de la misère à respirer, c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi plus la grossesse évolue, ben l'utérus s'expansionne, il monte, puis là, le thorax s'élargit, le diaphragme, il monte jusqu'à 4 centimètres en supérieur, là, puis 2 centimètres en largeur au niveau de la cage thoracique. Fait que la respiration est moins bonne. On a une augmentation du besoin en oxygène aussi, hein. Ça amène tout ça. Au niveau, musculo-squelettique, ben, il va y avoir des changements au niveau posturaux. Le fait d'avoir une bédaine qui s'étire vers l'avant et c'est totalement normal, notre utérus ne peut pas aller ailleurs, que dans notre ventre. Si je garde la même posture étant donné que la pression, le centre de masse se dirige vers l'avant, on va tout avoir l'air de des sauteurs à ski, là. Fait que ça fonctionne pas. On se recule en général, donc le thorax vers l'arrière pour se sentir plus, stable, mais ça augmente la lordose. J'ai 80 des femmes qui ont une grossesse et vont nommer de la douleur au niveau lombo-pelvien. Fait qu'au niveau lombaire, au niveau bassin, au niveau, sacro-iliaque, symphyse pubienne. La majorité des femmes qui vont avoir ces symptômes-là, c'est pas parce qu'ils ont chuté, ils ont pas de blessure. C'est juste une exposition prolongée à des postures qui maintiennent un relâchement des abdominaux, une compression au niveau articulaire ou au niveau musculaire et de la tension musculaire, une augmentation de la mobilité articulaire aussi qui génère des maux. Puis par des stratégies, des exercices, des conseils, ben, on peut quand même assez bien diminuer les symptômes. Il y a aussi la fameuse diastase, là, tu sais, qu'on entend parler de plus en plus, là. Ça, c'est un phénomène qui est normal, là, chez une femme enceinte. Exactement. As-tu des statistiques par rapport à ça? Ben, les statistiques mentionnent que pratiquement 100 des femmes en fin de grossesse vont avoir une diastase. Moi, je dis tout le temps à mes patients, il peut pas aller nulle part, ton bébé, d'autre que dans ton ventre. Puis le corps est vachement bien fait, comme vous pouvez voir tous les changements que je viens de nommer, tu sais, pour créer une vie. La femme, elle subit beaucoup quand même de sensations, comme on peut voir. Ben, puis on n'est pas obligé de toutes les vivre et heureusement, mais c'est ça, fait que c'est normal que nos abdominaux ils ont cette possibilité-là de s'étirer. Ils vont s'étirer pour laisser l'utérus s'expansionner vers l'avant et dans le tronc. Mais c'est pas juste vers l'avant, donc tu sais, nos abdominaux, ils peuvent aussi s'étirer sur le côté. Et qu'est-ce que c'est une diastase, en fait, là, la définition même, c'est un écartement de plus de 2 centimètres sur la ligne blanche. La ligne blanche étant une structure de tissu conjonctif sur lequel s'insèrent nos abdominaux qui part du pubis jusqu'au sternum. Le fameux, là, quand on regarde un six-pack, là, un homme bien musclé, sa palette de chocolat, ben, la ligne au centre, c'est la linéale basse, c'est celle-là. Quand on la mesure dans un test de curl up qu'on appelle là, comme un crunch, si on dépasse plus de 2 centimètres, c'est théoriquement dit comme une diastase. Mais c'est ça, c'est normal. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de s'assurer de générer une tonicité au niveau de cette ligne blanche-là lorsqu'on recrute nos abdominaux. Et comment qu'on engage nos abdominaux vont permettre de générer cette tension-là, cette espèce de trampoline
pour que nos groupes d'abdominaux, hein, on a 4 groupes, de muscles de l'abdomen qui s'y attachent, soient efficaces, puissent transmettre la force, entre autres. Fait qu'entre autres, nous, en physio, ben, on enseigne énormément l'engagement du transverse de l'abdomen, un muscle profond qui amène une stabilité au niveau du tronc. Diastase va être physiologiquement normal durant la grossesse, mais il y a quand même des interventions ou une certaine préparation qu'on peut faire pour réduire les risques qu'elle persiste en postnatal ou même pour que, ben, fonctionnellement parlant, ça soit optimisé durant la grossesse. Est-ce qu'il y a d'autres changements là, tu sais, qui vont survenir là, plus au niveau, tu sais, je pense entre autres aux incontinences urinaires durant la grossesse, ça peut être assez fréquent. Ouais, c'est quand même fréquent en grossesse. C'est entre autres dû parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a 40 plus de volume sanguin. Ben, ce sang-là, faut le filtrer. Nos reins fonctionnent. Il y a donc une augmentation du volume d'urine. Puis, à cause de la progestérone qui relâche là, la musculature lisse, ben, notre contraction de la vessie sera possiblement moins bonne. Donc, la vidange de la vessie peut être moins bonne. Ce qui va faire qu'on va augmenter aussi parfois notre, fréquence urinaire aussi. Ça, c'est un autre symptôme de la grossesse. Mais quand on parle d'incontinence urinaire, ben, il y a 2 types là. On peut se référer à ton podcast avec Marie-Josée Laure. Fait qu'en grossesse, il y a une augmentation de la pression intra-abdominale. Il y a un utérus. Il y a un Il y a un volet. bébé, il y a un placenta, tu sais, il y a vraiment des choses qui peuvent venir peser sur notre vessie. Exactement, puis les changements posturaux aussi qui augmentent en général la pression antérieure du tronc, donc qui vont diriger aussi, si on parle au niveau biomécanique, beaucoup plus la pression vers la vessie. Puis l'utérus est accroché avec des ligaments et des fascias sur la vessie, fait que ça peut y générer vraiment une augmentation de la pression. L'autre chose, c'est simplement le fait d'être enceinte par la relaxine, relâche la musculature périnéale pour permettre l'accouchement, entre autres. Fait que nos muscles sont plus souples pour expulser cet enfant. Donc, si nos muscles sont plus souples, ils s'étirent, ils se relâchent, ben là, j'ai une augmentation de la pression en haut, j'ai une plus grande faiblesse en bas, ça augmente un risque potentiel d'incontinence urinaire à l'effort. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération, là, puis qu'on renforce durant la grossesse. Fait que de faire du renforcement abdominal et de faire du renforcement du plancher pelvien peut diminuer les risques d'incontinence urinaire à l'effort. Et c'est reconnu qu'on le traite en grossesse, on diminue les taux en postpartum aussi. Puis il y a l'incontinence d'urgence aussi. Fait que ça, c'est une envie plus fréquente, plus urgente d'uriner, soudaine. Puis pour terminer, là, les changements plus importants, c'est tous les changements plus au niveau gastro-intestinal. À cause de la progestérone, la musculature lisse qui est moins efficace. Puis juste pour expliquer, les muscles lisses, ce sont des muscles involontaires qui se situent en général dans nos organes. Entre autres, on parlait de l'utérus, fait qu'il est composé de muscles lisses. C'est pas de notre faute, on fait pas exprès pour qu'il contracte. Mais il y en a aussi au niveau du côlon, par exemple, ce qui peut apporter justement un ralentissement du transit, donc plus de risque de constipation. Ça va influencer aussi parfois des reflux, plus de nausées, de vomissements. Fait que ça, c'est d'autres symptômes quand même qui nous est souvent rapporté là, chez les femmes en grossesse. Puis quand on parle de préparation à l'accouchement, je pense que l'élément qui revient le plus, c'est vraiment la douleur, hein. Tu sais, c'est Mmh. comme une douleur qui est inconnue. On entend beaucoup d'histoires, là, tu sais, dans le folklore, populaire, ah, la pire douleur de toute ta vie. Tu sais, c'est une expérience qui est très subjective puis très variable. Fait qu'en termes de préparation à la gestion de la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire en physio? D'abord, c'est ça. Il faut savoir c'est quoi la douleur. Fait que, habituellement, il va y avoir un signal nociceptif qui va s'envoyer vers le cerveau pour l'alerter d'une possibilité de danger. Fait qu'un danger qui est potentiel ou qui est réel. Par exemple, je suis en train de cuisiner, puis je me rapproche de la main du poêle, je sens une chaleur, il va y avoir des récepteurs dans ma main qui vont envoyer un signal de façon involontaire à mon cerveau. Mon cerveau, c'est lui qui fait l'analyse, qui interprète cette perception-là, qui est envoyée par les nerfs, et qui va décider, en fait, comment je vais y réagir. Fait que là, lui, j'ai senti de la chaleur, tasse-toi la main de là, Manu, tu vas te brûler. Ça, c'est important de le comprendre. À ce moment-là, je me suis pas fait mal, je me suis pas blessée. C'était un danger potentiel pour que je sois plus alerte. La douleur,
C'est pas une blessure, c'est une analyse, c'est une interprétation d'une perception de signal qui a été envoyée par les nerfs vers le cerveau. Fait que ça, c'est important. Moi, je trouve que c'est comme toujours la base à comprendre. Puis cette perception-là, cette douleur-là peut être grandement altérée par le contexte, le vécu antérieur, l'environnement, la sensation de se sentir en sécurité, le danger, les croyances. Fait que la douleur sert à se faire alerter, à se faire protéger d'un danger ou d'éviter une blessure. Physiologiquement, la douleur dans l'accouchement, elle sert plutôt à préparer la femme à l'avertir de ce qui s'en vient, puis à l'aider à se centrer sur elle-même puis son bébé, à se trouver un lieu propice à l'accouchement pour favoriser sa sécurité puis celle du bébé. On peut difficilement faire autre chose quand on accouche parce que c'est fréquent, c'est récurrent, il y aura une contraction de plus en plus intense et de plus en plus rapprochée. Ça, c'est ce qu'on détecte, euh, c'est ce qui va nous dire si on est en travail actif. Donc, la douleur dans l'accouchement, c'est pas un signe de danger. C'est pas une blessure. Ton utérus est conçu pour contracter. Ton col est conçu pour s'ouvrir, pour s'effacer, pour se dilater, pour s'amincir. Toutefois, on vit pas ça souvent. C'est intense. Le fait que ce soit cyclique, tu sais, que j'ai une contraction qui vient comme une vague. Des fois, je dis, des fois, on dit ça, là, tu sais, on lit ou on entend des méditations, des choses sur la naissance, puis là, ah, chaque contraction vient comme une vague. Malheureusement, des fois, c'est des tornades pour certaines. Fait que c'est pas venu tout d'un coup, tout doucement, avec une belle petite latence tranquille, des contractions de 30 minutes. Des fois, c'est vraiment intense. C'est sûr que quand c'est vraiment intense, c'est plus difficile de se dire, je suis pas en danger. Tu sais, on a moins cet aspect cyclique-là. Mais habituellement, pour la plus grande partie des femmes, ça vient, il y aura des contractions pendant 1 minute, par exemple, une pause, 8, 10 minutes. Et de plus en plus, ça va se rapprocher et la sensation de contraction va être de plus en plus intense et de plus en plus douloureuse. Puis c'est totalement normal. L'augmentation de l'intensité de la douleur permet de savoir l'avancement du travail. Mon col s'ouvre de plus en plus. Mon bébé se rapproche de plus en plus de moi. Elle me permet aussi de me mobiliser dans une position qui va favoriser la physiologie de la naissance. Elle va me faire m'installer dans une position où j'aurai probablement moins mal, où cette contraction-là va être vraiment intense, mais elle va être bonne. Elle nous permet de nous rester dans notre instinct. Et c'est ce qu'on désire. Puis il y a une association en fait avec le fait de générer de la douleur, la contractilité, donc l'ocytocine, qui est l'hormone qui génère les contractions utérines, va amener une sensation de douleur. Si la femme elle est capable de le tolérer, elle absorbe cette douleur-là, elle l'accueille pour que l'utérus contracte adéquatement, que le bébé accote sa tête sur le col pour le faire modifier. Et là, ensuite, il vient une vague d'endorphine. L'endorphine, c'est la morphine naturelle du corps. Et là, la femme, durant c'est peut-être ce 2, 3, 4, 5 minutes ou parfois juste 1 minute, elle est comme dans un état altérée de la conscience. Elle peut rire, elle peut s'esclaffer ou elle peut complètement dormir. Personnellement, moi, j'avais envie plutôt de dormir en général dans ces périodes-là en tremblotant un peu parce que j'ai eu très chaud durant ma contraction. Et c'est génial d'avoir accès à ça. C'est tellement bien fait d'avoir l'opportunité que mon corps sache tout faire ça. Ben, tous nos corps savent faire ça. C'est ça. Fait que c'est sûr que le vécu antérieur de la femme, ses craintes, ses apprentissages, ses convictions, ça peut influencer l'intensité de la douleur perçue. Puis la première grossesse, comme on a nommé tantôt, il y a quand même tout l'inconnu qui amène parfois plus d'augmentation de crainte puis de peur. Puis, ce qu'on sait, c'est que s'outiller pour les facteurs qui sont contrôlables, ça va aider. Je veux Hem, juste revenir à ce que tu as dit par rapport aux vagues là, de oui, contraction, relaxation, puis tu sais, les hormones qui sont comme programmées naturellement. Tu sais, juste de savoir ça, que entre les contractions, ben, il y a des mécanismes qui vont être générés par notre corps sans même qu'on se soit préparé. Je trouve que c'est rassurant, tu sais, parce qu'il y a vraiment une grosse partie de cette douleur-là qui va générer de la peur si on comprend pas bien c'est quoi les mécanismes, mais de savoir qu'on a des endorphines naturelles qui vont venir après la contraction, ben je trouve que ça déjà, c'est rassurant d'être informé de ça. Au niveau des autres moyens, nous, on parle de méthodes non pharmacologiques, fait qu'on parlera pas de médication, on parlera pas de péridurale nécessairement, mais toutes les autres méthodes que nous, on peut appliquer durant notre accouchement ou avec notre partenaire,
quelles sont les autres méthodes de gestion de la douleur? Ben, il y en a plusieurs. Puis si je peux revenir, aussi, tu sais, par rapport à la douleur, il y avait un autre petit concept que je trouve qui est intéressant à savoir, là, parce que, comme tu disais, au départ, tu sais, moi, personnellement, avant d'avoir accouché, tu sais, souvent en physio, on demande l'échelle de perception de la douleur. Puis je dis souvent 0, c'est comme ton front, il est là, puis tu le sens pas. 10, c'est la pire douleur inimaginable, comme si tu venais de t'arracher un bras à frette. Mais des fois, j'avais eu certaines femmes qui m'avaient parlé de leur accouchement, puis je disais, ou quand je voyais une femme, je disais, c'est comme, tu sais, la pire douleur lors de ton accouchement. Puis j'ai complètement arrêté de dire ça, tu sais, parce que il y a aucune lésion. Tu sais, moi, c'est ce que j'aime vraiment rappeler à mes patientes quand elles se préparent, souvent dans leur dernier rendez-vous, en grossesse. On va faire une petite méditation pendant que je fais leur relâchement périnéal pour comme qu'elles se visualisent, tu sais, en train de vivre ce moment-là. Il y a aucune lésion durant le travail actif et le travail actif, c'est la partie la plus longue, la plus intense, celle qui prépare ton corps à expulser ton enfant. Puis aussi, ce que j'aime rappeler, c'est que ton bébé aussi le vit. Tu sais, lui, pendant 9 mois, il sentait quand tu riais, «Ha, ha, 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 ha», le ventre de maman, il commence à shaker, mais elle a du fun parce que moi, elle me libère de l'ocytocine à ce moment-là, qui est l'hormone de l'amour et du plaisir, et ça passe par le placenta. C'est super. Mais lors de l'accouchement, de se connecter avec notre bébé, tu sais, de se dire: «Cette douleur-là est pas là pour m'alerter que je suis en danger. Je ne suis pas en train de me blesser. Je ne vais pas mourir.» J'ai choisi d'accoucher dans un milieu, en général, hein, la majeure partie des femmes au Québec choisissent d'accoucher dans un milieu hospitalier ou en maison de naissance. Ce sont des personnes qui sont extrêmement formées et elles sont là, ces personnes-là, pour s'assurer de notre sécurité. Moi, je dis à mes patientes, la journée que tu accouches, tu te centres sur toi et ton bébé. Tu n'es pas en danger. Concentre-toi sur ça parce que c'est leur rôle d'observer si ça ne suit pas la physiologie normale, si le cœur du bébé va pas bien, si tu fais de la température. Toi, concentre-toi. Ton enfant aussi, aux 5 minutes, aux 2 minutes, subit une contraction vraiment forte sur lui tout d'un coup et il essaie de traverser ton corps. Tu sais, ça, là, des fois, de s'imaginer cet être humain-là qu'on chérit tellement, qu'on a tellement hâte de rencontrer. Moi, ça a été un, tu sais, hein, je le fais en équipe avec l'être humain que j'ai bâti. Faut qu'il passe à travers mon col utérin. Faut qu'il passe à travers mon bassin. Faut qu'il passe à travers mon vagin, mon périnée. Je vais l'aider. Tu sais, comme on est une équipe. Plus c'est intense, plus ça se rapproche, plus ça l'avance, je connecte. Toutefois, ça l'arrive qu'on va avoir, on va parler des moyens là, non pharmacologiques de gestion de la douleur, mais quand le processus physiologique est respecté, que la femme se sent en confiance, souvent la douleur est perçue comme de l'intensité plutôt que de la souffrance. C'est quoi la souffrance? C'est que ça dépend principalement de la perception émotive qu'on a de la douleur. Quand là, nos moyens internes ne sont plus capables de supporter cette sensation-là, quand on sent un manque de soutien, quand on se sent seul, qu'on a peur, qu'on a une détresse antérieure ou qui nous fait vivre quelque chose, ben ça augmente vraiment la possibilité que la femme souffre. Puis là, la sensation physique de douleur est plus juste acceptable et transformée en souffrance. Puis ça peut coexister, puis ça, c'est vraiment pas sain. C'est donc important, par contre, de se respecter. Tu sais, je dis, c'est un processus physiologique, il n'y a rien qui nous blesse. Quand tu es en souffrance, reste pas dans ta souffrance, tu sais. Oui, la péridurale, ça existe. Il y a plein d'autres méthodes aussi qui existent pour te soulager, mais c'est pas sain d'être en souffrance. Puis ça, ben, c'est ça. Il y a plein de façons de pouvoir passer à travers ça. Puis il faut pas voir ça comme un échec non plus, hein, tu sais, de dire: «Là, je suis vraiment dans la zone de souffrance, puis j'accepte vos suggestions», tu sais, j'accepte de considérer d'autres options pour justement soulager cette souffrance-là. Je pense que d'être ouverte à ça, puis de l'admettre, c'est la première étape vers quelque chose de meilleur aussi, là. Ben oui, vraiment. Puis justement, tu sais, en fonction de ta préparation, tu sais, personnellement, j'ai été durant mon deuxième accouchement dans une période où j'étais vraiment dans le doute. Puis je dirais dans la souffrance, non, mais dans
c'était plus que ça avançait pas, fait que je doutais de moi. Ça avait tellement augmenté en sensations, en douleur que je me disais: je peux pas continuer même comme ça» et moi, j'avais complètement préparé mon équipe, tu sais, mon entourage. «Si ça m'arrive, dis-moi tel mot, dis-moi telle affaire», tu sais, puis ça m'a redonné du pouvoir. Fait que j'étais dans une période de souffrance, puis ça a été une façon dont on s'était préparé pour que j'en ressorte, pour me redonner de la puissance. Puis cette discussion-là, ben, ça m'a permis de continuer dans ce que je souhaitais, là. C'est pas toujours le cas, là, mais j'ai pris des choix éclairés, je me suis recentrée, je me suis regroundée. OK, on est en santé, on va le faire, on va le vivre. Fait que c'est ça. Fait qu'on essaie de vivre, d'être dans notre instinct. C'est le meilleur des mondes, là. C'est quand on parle souvent des 3 fonctions du cerveau. Dans la douleur, on essaie, nous, la femme, quand on vit un accouchement vaginal, d'être dans notre cerveau reptilien, qui est notre cerveau de notre instinct, plutôt que dans notre système limbique, tu sais. Là, mon système limbique, c'est le système des émotions. Fait que comme ce que j'avais vécu durant l'accouchement que je viens de discuter, là, je doutais, j'étais dans l'émotion, j'y arriverai pas. Ou Mais c'est dans des le émotions légitimes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont passer par cette phase-là. Fait qu'il faut pas le minimiser non plus. Faut juste les accueillir. Puis comme tu dis, peut-être d'avoir des stratégies qui ont été préparées à l'avance pour affronter cette partie de l'accouchement-là. c'est totalement normal, c'est une expérience, la douleur, tu sais, c'est une expérience multisensorielle. Fait que, tu sais, on est toutes différentes. Tu sais, moi, je suis extrêmement expressive, donc c'est sûr, ça allait être très expressif, tu sais, comment j'allais le vivre. Puis c'est parfait, c'est correct, faut se respecter là-dedans. Puis c'est ça, dans les cours, moi, je dis toujours, il y a pas de recette, là. Tu sais, ça se peut que tout d'un coup, dans la stratégie qu'on va t'avoir donnée, ta blonde, elle adorait ça quand tu faisais tel point de pression, puis que là, 3 secondes après, elle te crie après, là. C'est pas grave, c'est la douleur, c'est l'intensité, puis ça fait partie du processus qui est normal, qui est potentiel. Puis on veut pas non plus, par contre, être dans notre néocortex. Tu sais, notre néocortex, notre cortex préfrontal, celui qui donne notre prise de décision. Puis ça, c'est pourquoi j'encourage une préparation pour que ton partenaire, ta doula, ton accompagnante ou l'autre personne que tu as choisi d'être présente à ton accouchement puisse être celui qui réfléchit durant l'accouchement, puis que toi, tu te sentes sur ton bébé, puis sur le processus qui t'a donné naissance. Donc, on y va avec Pour les tes straté questions? ouais, c'est ça, là, tu as parlé rapidement des points de pression. Donc, ça, c'est une des stratégies non pharmacologiques. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Puis sur les autres stratégies qu'on a en physio pour, bien se préparer à affronter la douleur de l'accouchement? Si on prend en considération la neurophysiologie de la douleur, dans le fond, il y a 3 mécanismes principaux. Fait que les contrôles de la pensée, fait que tout ce qu'on vient de discuter, le savoir, la visualisation, la méditation, travailler la respiration, à savoir que la respiration, si on faisait 3 minutes de respiration diaphragmatique, ça peut avoir un effet sur le système nerveux, d'abaisser le stress pendant 4 à 6 heures. Quand même intéressant, mais ça, il faut le faire en amont. Hein. Toute la préparation, le contrôle de la pensée, il faut le faire en amont. Si tu ne l'as pas pratiqué en titi avant, tu ne seras pas efficace durant ton accouchement. Tu peux, là, mais ou l'hypnonaissance, la relaxation profonde, ça, c'est tous les contrôleurs de la pensée. Ensuite, il y a la théorie du portillon. Cette fameuse théorie-là, c'est je me cogne le coude, ah, ça fait mal. Puis spontanément, ce qu'on fait, c'est qu'on se frotte. Fait que ça va créer en fait un buzz un peu, on va dire, au cerveau. Je vais stimuler d'autres fibres qui envoient un signal aussi à mon cerveau. Et là, mon cerveau, il a de la misère à gérer plein d'affaires en même temps. Donc, il va se concentrer un petit peu plus sur la sensation, par exemple, de frottement, hein, ici que je fais, fait que sur mes fibres plus au niveau de ma peau. Fait que dans cette théorie du portillon-là, il y a quelques stratégies. Les massages. Fait que pendant que ma blonde vit ou ma partenaire qui donne naissance, qui est en train d'accoucher, vit une douleur, mais on pourrait venir lui faire des massages. Fait que des massages à une région qui lui fait du bien. Ça peut être au niveau du dos, au niveau des épaules, à la tête. On peut faire aussi des effleurages. On peut faire des compressions fortes aussi au niveau des os, là. Fait que, tu sais, mettons, de venir ouvrir le bassin. On peut aussi utiliser le TENS. Le TENS, c'est une stimulation neuroélectrique. Souvent, dans les milieux de naissance, il y en a. Sinon, on peut en louer auparavant. Nous, en physio, on l'enseigne. Euh,
Donc, on vient mettre des électrodes dans une partie en général qu'on va sentir les contractions, fait que souvent dans le bas du dos, au bassin, puis on monte l'intensité lors d'une contraction, fait que ça picote. Fait que mon cerveau est comme mêlé, il ressent la sensation de picotement qui est désagréable, puis il ressent peut-être un petit peu moins la douleur qui provient de l'utérus qui contracte. Puis ensuite, il y a la dernière stratégie qui est les endorphines, quand on parle de la neurophysiologie de la douleur. Fait que les endorphines, ça contrôle, c'est un contrôle inhibiteur diffus de la nociception qui est le signal de la douleur. Fait que c'est vraiment de faire une autre douleur. Fait que là, tantôt, on parlait des points de pression. Fait que toutes les techniques d'acupression, fait que, tu sais, entre autres, là, ici, au niveau entre l'index et le pouce, on fait une compression très forte qui fait mal. Dans le milieu de la main, une compression très forte qui fait mal. Au niveau de la malléole interne, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Même squeezer trapèze. Euh, compression très, très forte au niveau du bassin, sur le sacrum, sur les trous sacrés. Le TENS, mais avec hem, des paramètres qui sont différents, qui sont vraiment plus pointus, plus aigus, plus douloureux. Sinon, il y a aussi l'injection d'eau stérile dans le bas du dos que des infirmières peuvent faire. Peut-être moins souvent là, vu là, cliniquement, mais c'est d'autres stratégies. Ce qu'on sait ensuite par rapport aux méthodes alternatives de la gestion de la douleur, c'est que favoriser la mobilité, se verticaliser, puis avoir une liberté de mouvement facilite la gestion de la douleur, mais facilite aussi le processus de la naissance. Donc, parce que le col va se modifier en fonction de la compression du bébé avec sa tête sur le col, donc de se mobiliser. La chaleur, le bain, fait que faire des compresses, chaudes dans le cou, ailleurs. La pesanteur du bain peut vraiment aussi être très, agréable, hein, parce qu'on sent une grande pression dans le bassin lors des contractions. Ou de générer des ou mettre des compresses froides. Tu sais, je disais tout à l'heure, moi, j'avais très, très chaud lors de mes contractions, mais ensuite, j'avais vraiment froid quand j'étais dans mon endorphine. Ensuite de ça, des compresses, chaudes aussi sur le périnée durant les poussées. Fait que ça, on pourra en reparler tout à l'heure quand on va parler du plancher pelvien, si tu veux, ce qui a été démontré, qui est quand même très intéressant. Puis tu as parlé rapidement là, tu sais, de position, de garder du mouvement, se mobiliser. Quand on est dans le travail, fait qu'on pousse pas encore, est-ce qu'il y a certaines positions qui sont plus favorables justement à la gestion de la douleur, à l'avancement là, du processus physiologique, vers l'accouchement du bébé? Ben, c'est tuer son instinct. Parce que le parcours du bébé à travers notre corps va changer durant le travail actif. Fait que mais ce qui est démontré, c'est la verticalisation. Toutefois, la verticalisation, souvent une femme va avoir peu envie de s'installer couchée ou assise très, très droite. L'utérus devient tellement ferme, puis la compression se situe tellement dans le bas du dos et du bassin que dans cette position-là, souvent, d'instinct, des femmes n'ont pas envie de s'installer dans cette position-là. Donc, elle va avoir envie de s'installer souvent dans une position accroupie, hein. La position en squat profond va venir ouvrir le haut du bassin. Dans le fond, au départ, ce qu'on a envie, spontanément, en général, si on regarde les études, le bassin veut s'ouvrir. On parle de 2 détroits du bassin, fait que le détroit supérieur qui va venir plus s'ouvrir comme ça au départ durant le travail actif et lors de la poussée, ça va être le détroit inférieur qui va vouloir s'ouvrir. Fait que durant Fait que le s'asseoir sur le ballon, bouger sur le ballon, ça reste quand même une position où le tronc est à la Oui, verticale. puis souvent la bédaine va se mettre dans le vide, fait que la maman va pouvoir mieux respirer. On assure aussi avec le liquide qui entoure bébé que bébé puisse prendre la position qui est le plus favorable. On l'envoie dans ce ballon-là pour faciliter son mouvement. Le quatre pattes, les suspensions font vraiment du bien en général aussi avec partenaire, sans partenaire. Moi, j'enseigne aussi souvent aux mamans de se rappeler d'aller sur la toilette. Parce que dans notre bassin se situent 2 autres organes autour de l'utérus et le col, la vessie et le rectum. Donc si on veut les vidanger régulièrement, peut faciliter aussi la descente, la compression sur le col, hein. Si on a une vessie très remplie de liquide, ben, le bébé peut venir un petit peu plus buter sur la vessie plutôt que s'en aller vers le col. Je rappelle, va sur la toilette. Surtout si on a quoi que ce soit qui est injecté. OK? Fait que, on sait que la péridurale va amener une plus grande rétention urinaire. Fait que là, on sent plus aussi non plus qu'on remplit notre vessie et tout ce qui va être produit, intraveineux. Rappelle-toi d'aller à la toilette. Hem, puis ensuite, l'autre chose, c'est que quand on va sur la toilette, on relâche. On n'a pas le choix pour uriner.
ou pour déféquer. Fait que notre plancher pelvien se relâche. C'est aussi important de comprendre chez la maman quand tu as une contraction, tu es en douleur, mais n'aie pas peur. Dirige ton bébé vers ton bassin. Relâche ton périnée, ouvre-toi. C'est sa porte de sortie. C'est toi qui la contrôle. Fait que c'est ça pour les positions de travail, de faciliter la descente du bébé. Puis on a parlé des positions de travail. La phase suivante, ça va être la phase de poussée. Est-ce qu'il y a certaines, positions qu'on recommande ou qu'on recommande moins? Puis qu'est-ce que ça favorise, là, chaque position par rapport à l'accouchement puis à la phase d'expulsion? La Société obstétricale et gynécologique du Canada recommande que la femme prenne la position de son choix pour pousser et idéalement qu'elle attende le réflexe physiologique de pousser, qui peut parfois être très bien senti malgré péridurale. La sensation, c'est vraiment que ça nous pousse dans le rectum, ça nous pousse dans le bas du bassin, ça nous pousse dans les fesses. Heu, Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est que bébé vient comprimer au niveau des récepteurs qui se situent au niveau du plancher pelvien. Il est donc plus bas dans le bassin, ce qui permet à maman et à bébé de se reposer souvent parfois entre la fin de la dilatation et la poussée physiologique. Fait que parfois aussi nommé le late pushing. Fait que j'ai plus de contraction, mais je me repose. Fait que ça permet aussi vraiment à bébé et à maman de retrouver leur force. C'est ça, d'attendre ce moment-là. Les études démontrent que, c'est sûr que de favoriser une position qui génère de la verticalisation aiderait à diminuer la durée du deuxième stade, le deuxième stade étant la durée de la poussée. Fait que c'est sûr qu'on sort un peu de ce qu'on voit dans les films et ce qu'on voit, aussi cliniquement là, en hôpital par rapport aux positions, de poussée. On voit surtout la position gynécologique quand les pieds dans les étriers qui est très, très démontrée, mais il faut savoir que quand même plus de 80 des femmes prennent la péridurale au Québec. Fait que ça peut influencer aussi notre possibilité de prendre des positions, parce qu'on est aussi monitoré continuellement lorsqu'on a une péridurale. Mais ça serait c'est ça, de recommander d'avoir une position qui est plus, gravitaire pour aider bébé à descendre et idéalement aussi une position qui permette au sacrum et au coccyx de pouvoir se mobiliser vers l'arrière. Parce que lors de la compression de la tête du bébé dans le passage du bassin, le sacrum peut reculer de 2 à 3 centimètres aussi vers l'arrière. Les iliaques aussi viennent s'ouvrir un petit peu. Fait que c'est sûr que ça permet aussi que mon plancher pelvien puisse s'étirer de façon plus douce, on va dire. Ce que j'aime rappeler aussi, c'est que, il y a pas juste une position qu'on peut prendre durant toute cette période-là. On peut les varier au courant de la période de poussée. Parce que comme tu as varié plusieurs positions durant ton travail actif, ben il se peut que ton bébé, quand il descende dans ton bassin pendant la poussée, il reste jamais dans ton aile iliaque, puis que si tu changeais de côté, ça irait mieux. Puis spontanément, c'est ce qui est fait, hein, souvent quand ils monitorent puis que bébé, son petit cœur va moins bien, ils vont dire à maman: «Oh, OK, on va tourner sur l'autre côté». OK, tu sais, c'est ça. Fait qu'on peut faciliter aussi, de le demander puis de le faire là, s'il y a pas de problème. Il y a aussi, des évidences scientifiques qui déclarent que la position là, gynécologique, donc couché sur le dos, augmente l'abaissement de la vessie lors de la poussée, puis augmente sa mobilité en lien avec la position sur le dos, là. Fait que ça tractionne un petit peu plus la vessie vers le bas. Fait que ça serait peut-être mieux une position qui est un petit peu plus verticale ou couchée sur le côté si on n'est pas en mesure de prendre une position agenouillée, par exemple, ou à 4 pattes, mais 4 pattes adossées sur, la tête de lit, là. Voilà, fait que c'est aussi, la position allongée sur le dos est aussi, davantage associée à des changements du rythme cardiaque fœtal. Puis, il y a moins d'accouchements, spontanés que la position verticale ou latérale, fait que plus souvent instrumentée, heu dans ces cas-là. Puis il y a plus de lacération au périnée aussi dans une position, gynécologique ou quand la, poussée est prolongée. Pourquoi, selon toi, tu sais, c'est encore autant pratiqué puis autant utilisé, cette position-là? Est-ce que c'est justement parce que c'est l'image qu'on connaît de l'accouchement qui a été projetée dans les films? Est-ce que, tu sais, dans les cours de préparation à l'accouchement, on n'en parle pas assez, selon toi, des autres positions
ou des alternatives disponibles? Je pense pas que c'est une question, des cours, parce que dans les cours, je pense que tout le monde en parle beaucoup, des fois même sans nuancer, tu sais, parce qu'il y a des femmes qui spontanément ont envie de d'accoucher sur le dos, même s'ils sont sans péridurale, là. Puis c'est important de respecter le choix de la maman. Je pense plus que c'est une question d'exposition du personnel médical. Tu sais, si je disais tout à l'heure, là, je me rappelle plus de la stat exacte, là, je l'avais trouvée, sur, l'INES, là, les données en 2024. Ouais, 2024, le nombre de personnes qui prenaient la péridurale, tu sais, ça nous indique aussi le nombre de personnes qui parfois, ne peuvent pas prendre des positions un petit peu plus verticales, mais aussi que beaucoup d'entre elles ne s'éduquent pas, ne savent pas. Tu sais, si on nous a jamais dit qu'on pouvait, aussi, le personnel infirmier, par exemple, hein, qui viennent souvent prendre les signes vitaux, n'est pas à l'aise. Tu sais, c'est comme tout le côté un petit peu médico-légal, là. Là, je suis pas certaine, je sens moins bien le cœur du bébé. Et moi, je suis vraiment très, 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 très bonne, là. Quand t'es couché, couché sur le dos, là, je sais ce que je fais parce que 80-85 du temps, c'est ce que je fais. Donc, tu sais, je pense que c'est normal, aussi qu'on en voit moins, mais plus on en parle et plus on rappelle, ben plus ils vont s'exposer, tu sais, puis elles le demandent occasionnellement dans des situations où justement: «Bébé, ça va pas bien», donc tu sais, pourquoi pas le faire d'emblée? Puis je pense qu'il y a quand même une volonté de changer là, tu sais, qui est en train de s'instaurer aussi dans les milieux hospitaliers. Tu sais, je pense que le personnel est de plus en plus exposé à d'autres alternatives. Fait que, tu sais, d'en parler justement, ça peut faire évoluer les pratiques assurément. Mmh. Hem, est-ce qu'il y a des positions parce que là, tu sais, tu as mentionné que sur le dos, il y avait plus de déchirures du périnée, du plancher pelvien. Est-ce qu'il y a certaines positions qui sont prouvées comme plus protectrices du plancher pelvien? Ben, c'est pas nécessairement qu'il y aurait plus de déchirures, mais ça l'augmente le risque d'augmenter le temps de pousser. Plus le temps passe dans le stade, là, de pousser, il y a plus de risque d'instrumenter aussi. Puis ça, c'est plus des instruments qui peuvent vraiment augmenter le taux de déchirure. J'ai pas vu d'études, là, qui déclaraient que c'était meilleur une position que l'autre par rapport aux déchirures du plancher pelvien. Ce qu'on sait, c'est qu'une position très, 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 très verticale, comme accroupie, parfois peut être trop intense au niveau de la gravité, que le plancher pelvien n'a pas eu le temps de s'étirer. Toutefois, chez les nullipares, Ouais, c'est ça en squat là, entre autres, squat que je pense qu'il y a une profond. association que ça, c'est plus risqué un petit peu. Ouais, ben, tu sais, comme le banc de naissance, parfois utilisé en maison de naissance, là. Fait que mais pour un premier bébé, en général, les tissus sont vraiment moins souples, c'est moins rapide, mais en même temps, si on fait un très gros effort d'augmentation de la pression pendant une poussée, puis on est dans cette position-là, ben ça se peut que mon périnée a pas eu le temps vraiment de se laisser distendre, là, puis là, il y a plus de risque de déchirure. On parle de périnée, de déchirure. Dans la préparation là, à l'accouchement, est-ce qu'on fait des étirements? Est-ce qu'on fait du renforcement? Est-ce qu'on fait un peu des 2? Qu'est-ce que tu recommandes en physio? De faire les 2, vraiment, parce que le moment, du renforcement, c'est nécessaire, là. Ça, c'est dans les recommandations de la Société gynécologique et obstétricale du Canada. Au moins minimalement une fois par jour de faire du renforcement de périnée. C'est le moment de notre vie où est-ce qu'on augmente le plus la pression intra-abdominale. Et il y a tellement de structures qui augmentent la pression. C'est important de s'assurer de générer une bonne force, une bonne endurance de notre plancher pelvien, mais aussi une bonne façon de relâcher le plancher pelvien. Ça permet de réduire la pression du plancher pelvien, d'arrêter ou de diminuer l'incontinence. Puis ça peut diminuer aussi nos risques de descente d'organes, hein. Nos muscles, c'est eux qui génèrent le support, un des plus grands supports au niveau des organes pelviens. On sait que 50 des femmes enceintes auront de l'incontinence urinaire à l'effort, que ça peut se poursuivre jusqu'à 30 en postnatal. Donc, tu sais, faut en faire enceinte le plus possible pour diminuer notre taux. L'autre chose, c'est que, un accouchement vaginal, le plancher pelvien s'étire à 250 de sa longueur maximale. On veut donc prévenir, moi je dis souvent, c'est comme le plus gros claquage que ton périnée va venir de sa vie, là, tu sais, c'est un étirement majeur. Même si tu déchires pas, tu auras plein de micro-déchirures, va avoir un apport sanguin énorme, une lésion, plein de petites micro-lésions sinon. On sait que 50 des femmes qui subissent une lésion au premier accouchement, plus tu es forte avant, mieux tu devrais récupérer après aussi. Contre, si tu fais juste du renforcement, puis que là, tu te ramasses avec des muscles qui sont comme du ciment, tu sais, tu dis c'est 250 d'étirement,
faut quand même qu'il y ait une capacité à relâcher. Fait que oui, soutenir, oui, renforcer, mais comme tu disais, il faut faire aussi des étirements. Quel genre d'étirement tu recommandes? Oui, il faut faire des étirements, mais du renforcement, ça veut pas dire non plus de pas relâcher. Tu sais, quand je contracte mon biceps, je le déplie mon coude après. Fait que ça, c'est faux de penser que parce que je fais du renforcement, je le tonifie et je le réduis en longueur, mon périnée. Si à chaque fois que je m'assure que je contracte, je relâche entre, je contracte, je Oui. relâche et je l'utilise au bon moment. Moi, je dis tout le temps, je peux faire 75 squats, m'a pas viré avec les genoux en flexion. Fait que, tu sais, je vais pas commencer à marcher un petit peu agenouillé, là, tu sais, on va dire. Fait que le renforcement inclut aussi le relâchement. Mais il y a aussi des évidences scientifiques qui démontrent l'utilisation du relâchement, là, vraiment des étirements intravaginaux en préparation pour aider la musculature à être plus souple, à s'habituer en fait à cet étirement-là qu'on va subir. Toutefois, les études sont pas super top, 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 OK? Fait que selon une revue Cochrane de 2013, les étirements en prénatal diminuent par contre de 9 le taux d'utilisation de tuture à l'accouchement. Quand même intéressant. Je trouve que c'est une façon d'avoir du contrôle. Ça diminue aussi de 17 les risques d'épisiotomie. L'épisiotomie qui est vraiment et de forceps. Fait qu'il y a deux choses qui augmentent vraiment les traumas au plancher pelvien. Puis qui augmente les risques d'avoir des déchirures plus de haut grade, fait que des grades 3-4. Oui. Tu sais, les forceps, entre autres, c'est quand même un gros facteur de risque. Oui. Puis c'est associé aussi à plus long terme avec le risque d'incontinence fécale. Fait que je pense que tout ça, ça vaut vraiment la peine de réduire les risques en amont. Vraiment. Ça peut aussi diminuer. Il y aurait une revue systématique en 2020 qui disait aussi que ça diminuait la durée de la poussée, de faire des étirements du plancher pelvien. Ça diminue la sensation de douleur. Ça amène une meilleure circulation sanguine aussi par la suite. Puis ça a même démontré qu'il y avait un meilleur score d'Apgar chez le bébé à 1 et 5 minutes en postnatal. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis, fait qu'on le recommande. En général, c'est aux alentours de 32-34 semaines, 34 semaines à débuter. Puis c'est sûr qu'en physio, ben, on s'assure de monitorer l'étirement, là, tu sais. Fait qu'en fonction vraiment de la souplesse de notre patiente. Fait que, tu sais, moi, il y en a que certaines. Puis ça, c'est surtout démontré, hein. C'est vrai, les études, c'est chez la nullipare. Fait que surtout chez le premier accouchement. Fait que, par contre, là-dedans, on n'inclut pas la vac. Tu sais, s'il y a pas eu d'étirement majeur lors du premier accouchement, ça serait vraiment important d'aller faire de l'étirement, là, pour le second accouchement si on souhaite faire un accouchement par voie vaginale. Est-ce que tu recommandes aux partenaires de s'impliquer, tu sais, parce que dans une grossesse, je pense que souvent le ou la partenaire se sent un peu comme, ben, impuissant dans sa propre préparation. Je pense que les étirements, ça peut être une belle occasion d'inclure le ou la partenaire, dans le processus de préparation. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes d'emblée? Ben vraiment, tu sais, si, maman et partenaire sont à l'aise, vraiment, parce que s'auto-étirer soi-même avec une grosse bédaine, puis de forcer avec mes bras, puis pousser dans mon vagin, premièrement, me rend pas très loin. Deuxièmement, est-ce que je me relâche vraiment durant mon étirement? Pas vraiment. Fait que c'est sûr que c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui le fait pour nous. On est plus capable de se relâcher. Puis, on est aussi capable d'aller chercher un étirement qui est plus majeur. Faut savoir que dans les études là, sur les assouplissements périnéales, il y a énormément d'hétérogénéité, hein. Il y a plein de choses qu'on contrôle pas, là, tu sais. On évalue, les effets de faire un étirement, mais l'accouchement, il y a tellement de choses qui peuvent être variables et différents. Toutefois, dans les études qu'on voit, il y a pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de littérature là, qui nomme quel est le meilleur étirement à faire en prénatal. Souvent, c'est fait avec 2 pouces, plus en étirement. Disons, ben, si je nomme les termes, plus du plancher pelvien superficiel, puis du pubo vaginal, pubo rectal. Fait que les muscles qui sont plus associés aux déchirures. Toutefois, ton bébé passe à travers tout ton bassin et toute la musculature s'étire vers l'arrière pour libérer l'humain que tu sors de ton corps. Fait que, personnellement, moi, je préfère qu'on aille étirer la musculature au complet, qu'on vienne s'assurer que le coccyx puis le sacrum puissent aussi, là, les muscles qui s'y attachent, puissent se reculer également. Fait que ça, c'est moi, là, avec peut-être mon bagage de musculo me disant que si j'ai pas envie de me claquer un mollet, bah, pas juste m'étirer le tendon d'Achille. Fait que j'étire le tout. C'est ça. Mais je pense la même chose que toi, tu sais, pourquoi pas, tant qu'à être là, on est aussi bien de faire l'ensemble de ce qu'on peut faire en préparation. Mmh. Dans les autres choses, là, tu sais, en préparation à l'accouchement, est-ce que tu encourages, les personnes enceintes à se préparer à tous les scénarios? Tu sais, on veut pas faire peur aux gens, mais des fois, j'ai l'impression que
quand il y a une complication qui survient ou quand on va vers peut-être une césarienne, ben là, les gens sont pas du tout prêts à ça. Puis là, quand on reprend là, ton concept du ciné de Sonia Lupien du début, ben là, c'est comme tout ça, ça augmente vraiment drastiquement. Fait que quand on sait pas tout à fait notre plan de naissance, est-ce qu'on encourage les mamans puis les papas à se préparer aux différents scénarios possibles? Vraiment. Vraiment parce que, tu sais, un accouchement par césarienne non planifié, un accouchement par césarienne d'urgence, une césarienne planifiée, premièrement, les 3 sont vraiment différents au niveau, de l'expérience. Puis c'est sûr que plus on sait à quoi s'attendre, probablement moins on sent, d'imprévisibilité, moins de stress, sachant très bien qu'il y a aucun contrôle dans tout ça nécessairement, puis que ça demande de prendre énormément de lâcher prise, mais de savoir pourquoi on me propose ça. C'est même dans les déclenchements, «Ah coudonc, ça avance pas assez vite, on pourrait peut-être te percer une membrane», tu sais. Des fois, ben, on va nommer les avantages, des inconvénients, mais on est un peu dans les vapes, là, en accouchant, là. On n'a pas, nécessairement beaucoup notre cortex préfrontal, comme je parlais au départ. Vaut vraiment mieux faire cette préparation-là en amont. Je le sais que si elle me propose ça, ben moi je m'étais dit que ça, plutôt que là, on me donne un petit, tu sais, dans le milieu hospitalier, c'est ça la réalité, là. Il y a pas, ce qui est le fun d'un accouchement en maison de naissance, c'est que c'est les mêmes soignantes du début à la fin de ton accouchement, mais en milieu hospitalier, c'est pas ça. Fait que, tu sais, des fois, dans les propositions, l'alliance thérapeutique est pas toujours là. Puis de toute façon, on a aussi vraiment cette perte de capacité à prendre vraiment une décision libre et éclairée parce que je suis fatiguée, je suis brûlée, puis je sais pas trop quoi penser. Si je le sais pas, qu'est-ce que ça l'affecte, tu sais? Fait que oui, moi, je pense vraiment que c'est important. Tu sais, souvent aussi, les gens, ils reviennent dans notre bureau à leur suivi postnatal, puis ils vont avoir vu une expérience traumatisante parce qu'ils savaient même pas que ça se pouvait faire une hémorragie postnatale, puis ils pensaient mourir, le monde qui arrive, tu sais. Il y a des choses, il faut savoir qu'en ce moment, ils ont fait ça parce qu'il y avait peur pour toi, puis de le savoir avant que ça peut arriver, puis qu'ils savent quoi faire, puis que, tu sais, je pense que ça dédramatise, puis ça te donne une espèce de: «Ah, OK, ils savent quoi faire». Puis je pense que ça peut aussi enlever une couche de regret ou d'insatisfaction par rapport à l'accouchement au final, tu sais, parce qu'il y a encore une croyance qui est associée au fait d'échec, là, tu sais, d'avoir une césarienne, finalement, c'est un échec parce que tu as pas réussi à mettre au monde ton enfant de la bonne façon. Mais tu sais, il y a aussi des enjeux de sécurité, là. Le personnel, ce qu'ils veulent, c'est une maman puis un bébé en santé au final. Je pense de se préparer, tu sais, de dire, ben, si j'ai une césarienne, moi, j'aimerais qu'on mette quand même le bébé sur moi, de Possible. voir qu'est-ce qui est possible, puis Mmh. qu'est-ce qui va être disponible dans le milieu de naissance. Fait que d'avoir cette discussion-là avec les différents intervenants qui nous suivent durant la grossesse, ça peut être super intéressant aussi. Puis ne serait-ce que pour le ou la partenaire, ben s'il y a une césarienne d'urgence puis que ça presse, ça se peut que la personne accompagnante ne soit pas admise en salle d'accouchement. Ça, il faut le savoir. Mmh. Ça se peut qu'il y ait une anesthésie générale. Tout ça, il faut être au courant Ben oui. pour être capable de se préparer puis de justement pas avoir l'impression que notre accouchement nous a filé entre les doigts. Ben oui, aucun personnel médical ou, tu sais, dans le domaine médical veut te faire de la peine. Tu sais, personne va faire quoi que ce soit pour que ce soit un échec pour toi. Tu sais, toute proposition est faite dans un objectif d'optimiser le processus pour la santé, pas le temps. C'est pas une question de temps en général. Tu sais, des fois, c'est ça, les gens qui sont comme déçus, mais il y a personne qui a envie d'aller en césarienne. Ça demande tellement plus d'efforts, il y a tellement plus de risques, et, tu sais, ça demande tellement plus de personnel. C'est pas si disponible, une césarienne, tu sais. Ils font pas ça parce que ça leur tente. Ça leur tente pas de te faire un forceps, ça leur tente pas de te faire une épisiotomie, ça leur tente pas. Tu sais, je trouve ça triste, moi, d'entendre ça, tu sais, qu'on est malheureuse que ça soit pas passé comme ça, comme on voulait. On peut pas avoir un plan, faut avoir des souhaits. Faut savoir qu'est-ce qui est possible. C'est pas pour rien qu'on accouche dans des milieux hospitaliers puis dans des maisons de naissance, là. Ça l'arrive, des choses tristes, tu sais, des choses qui sont dangereuses. C'est un humain qui se décroche de toi aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça, de savoir que c'est pas un échec, mon Dieu, tu tellement magique de créer un humain, puis tu vas en prendre soin, tu sais. Ils font tout ça pour le bien, de vous 2 là, tu sais. Fait que oui, il faut vraiment se préparer à toutes les éventualités. Moi, je trouve que l'information, savoir, c'est du pouvoir. Exactement, puis de le faire, tu
tu sais, si on a la chance d'avoir un ou une partenaire, de le faire ensemble. Fait que comme ça, comme tu dis, les souhaits vont avoir été nommés avant, on va en avoir discuté, fait qu'on va être prêt aux différents scénarios si ça survient, au jour J. Pour la récupération postnatale, est-ce que toi, tu conseilles qu'on se prépare avant ou si malheureusement on n'a pas eu l'occasion d'aller consulter avant l'accouchement, à quel moment, là, c'est l'idéal de prendre un rendez-vous en physio-périnéale? Moi, j'aime ça voir mes patientes vers, 5 à 6 semaines postnatales. Tu sais, dans le fond, c'est jamais trop tard. Tu sais, on voit des femmes de 83 ans dans nos bureaux, là, tu sais, qui ont jamais fait de rééducation périnéale puis qui se disent: «Oh mon Dieu, j'aurais donc bien aimé ça que ça existe dans mon temps». Fait que dès que tu en ressens le besoin et que tu as l'énergie, moi, je pense que c'est important, de savoir que ça existe, hein, parce que mon souhait le plus cher, ce serait que toutes les femmes soient vues par des physios, en postnatal à l'hôpital, puis que ça soit géré par la RAMQ, là, ça serait merveilleux parce que pas tout le monde peut se payer des services, au privé. Mais notre corps a tellement subi de changements physiques, et tout d'un coup, on a des changements hormonaux, des changements sociaux, des changements contextuels. On s'occupe d'un être humain, on est fatigué et on a des blessures. Tu sais, je dis souvent que dans l'accouchement, tantôt, je disais, il y a pas de blessure pendant le travail actif. Notre corps est pas en danger. Toutefois, lorsqu'on expulse ce bébé-là de notre corps, nos tissus sont lésés, là, que ce soit par une césarienne, qui est un accouchement, une grosse chirurgie abdominale. Il y a beaucoup de tissus qui ont été, tu sais, couper pour se rendre à ton utérus et ouvrir ton utérus pour aller chercher ton bébé. Sortir un bébé par ton vagin, ça laisse des lésions, là, tu sais, ton périnée va avoir été étiré en titi. Donc, c'est important, de savoir quoi faire en amont pour que, tu sais, utiliser ces premières semaines-là pour tellement faire attention à prendre soin de nous, puis de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer après. Tu sais, beaucoup de femmes veulent juste savoir, ils veulent se préparer pour leur accouchement, puis l'accouchement. Là, je suis là, puis tu sais, puis on entend des histoires en postnatal, mais on les entend puis on les écoute pas, on va dire, parce qu'on veut pas se faire peur. C'est correct, mais d'avoir, conscience de c'est quoi que je vais avoir envie moi après. Tellement on aurait vraiment, on aurait un environnement propice à prendre soin de nous. Faudrait que maman se repose. Tu sais, il y a un 4e trimestre à la grossesse, c'est le postnatal, les 3 mois suivants. Notre corps, faut qu'il se remette. Fait que pour, optimiser la récupération immédiate, ben nous, on enseigne des trucs en prénatal pour qu'elles puissent en faire là, directement, même à l'hôpital, là, tu sais, dans leur lieu de naissance, des stratégies pour diminuer l'édème, diminuer la douleur, être plus capable d'être fonctionnelle, de se mobiliser, quoi faire attention, quels seraient les signes que tu t'en fais trop, et De cetera. voir ça aussi peut-être avec des lunettes différentes, là, tu sais, toi, tu parles souvent du concept de peace and love, là, qui a été popularisé par Blaise Dubois qui est, à la clinique du coureur, qui est plus applicable aux blessures musculo-squelettiques, mais en réalité, tu sais, les muscles du plancher pelvien, s'ils ont eu un trauma, une lésion, même chose pour, la césarienne, ben ça reste des tissus du corps qui ont été lésés. Donc, on peut changer notre lunette puis voir ça comme une blessure musculo-squelettique aussi, puis appliquer les mêmes principes. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le peace and love? C'est une blessure musculo-squelettique, c'est des tissus mous qui sont lésés, tu sais, c'est aussi des tissus ligamentaires qui sont étirés. Tout d'un coup, ce corps-là qui était très étiré ne l'est plus, tu sais, mais il y a les adaptations posturaux qui sont maintenues pendant plusieurs semaines, mois. Tu sais, il faut être indulgente envers nous-mêmes. Ça a pris 9 mois créer cet humain-là, fait qu'il faut prendre du temps aussi pour se remettre. Qu'est-ce que la stratégie du peace and love? Fait que P pour protection. Fait que si on s'imagine, là, si on fait le parallèle avec une entorse de cheville, si je me faisais une entorse de cheville immédiatement, mais j'aurais envie de protéger cette cheville-là qui est un peu molle puis que j'ai peur qu'elle réenfle ou qu'elle se retorde. Ben, si on fait le parallèle avec un plancher pelvien, ben, après avoir donné naissance, mon périnée est très enflé, très étiré bas. Donc, je veux le protéger. Si j'éternue, bye bye, mets ta main, croise tes jambes, tu sais, serre ton périnée, parce que là, ça va être comme si tu venais de pogner une sacrée sprint sur ta cheville molle, tu sais, protège-toi. Élévation, fait que ça, c'est pour diminuer l'édème, pour ramener le sang vers le cœur. Fait que moi, je conseille à chaque fois que tu donnes à boire, ben après ça, va pas nécessairement faire de dos, mais enlève de la gravité. Fait que soulève tes fesses plus haut que le cœur. C'est pour anti-inflammatoire. Je pense, hein, Isa? Oui, Ouais. c'est ça. Fait que d'éviter les anti-inflammatoires parce qu'en aigu, on souhaite une inflammation, mais une inflammation qui est
locale, pas trop grosse, parce que si on la réduit, ben là, on peut comme accentuer que ça persiste. Mais aussi, c'est un antidouleur, hein, les anti-inflammatoires. Fait que des fois, on va peut-être faire des affaires qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Fait qu'on veut que ces petits guerriers-là, ces cellules immunitaires-là, cicatrisent adéquatement les tissus, qu'on veut pas trop les réduire. Puis si on fait nos stratégies autres qui nous protègent, ben on devrait avoir aussi moins de douleur parce qu'on dépassera pas la capacité de nos tissus. Tu sais, on va se le dire, une chirurgie abdominale, ça fait quand même vraiment mal, là. Fait que, tu sais, on peut prendre des antidouleurs, on peut prendre des Tylenol, voir aussi, tu sais, est-ce que je suis assez soulagée, puis juste doser, pas d'en prendre nécessairement tout au long de la prescription qui nous est donnée, d'évaluer en fonction de nos sensations. Compression, fait que compression, par exemple, si j'ai une césarienne, ben si je tousse, je vais vouloir me comprimer la cicatrice, ça va me faire moins mal lorsque mes muscles vont vouloir se contracter, mais également compression pour réduire l'édème. Fait qu'on pourrait mettre un pantalon très serré pour une vulve ou l'espèce de ceinture que je parlais tout à l'heure par rapport aux varices. On pourrait en mettre en postpartum si j'ai à me mobiliser un petit peu plus. Ensuite de ça, le E, je me rappelle plus. Éducation, je Éducation. pense? Oui, tu as raison. Fait que, tu sais, tout ce qu'on vient de nommer. Fait que savoir, en fait, c'est quoi le QSM, fait que quantification du stress mécanique. Qu'est-ce qui va m'indiquer que je vais dépasser la capacité maximale de mes tissus et m'adapter à ça. Fait que je veux pas avoir de symptômes. Ça veut dire que j'ai dépassé. Pour LOVE, il y a L pour loading. Comme on sait, en fait, en postnatal, la femme va déjà quand même se loader, pas le choix, là. Faut qu'elle s'occupe de ce petit être humain-là. Elle va se mobiliser dans son lit, elle va se lever, elle va lui changer la couche. Fait que déjà là, c'est quand même du loading, mais ça peut être aussi de faire d'autres activités, par exemple des petites marches en fonction des symptômes, faire des petits exercices musculaires au sol, enlever la gravité. O, c'est pour optimiste. Savoir que c'est une période. Savoir que je peux guérir, que mon corps est aussi conçu pour guérir. Il a été conçu pour créer une vie. Il est conçu aussi pour se réparer. V, c'est pour vasculaire. Fait que ça pourrait être de faire de l'activité cardiovasculaire. Ça optimise la circulation sanguine, diminue l'édème. Fait que ça pourrait être, encore une fois, des exercices musculaires au sol. Des fois, ça nous fait assez pomper la patate. Si la selle d'un vélo est pas trop inconfortable pour le périnée, pourquoi pas? Fait que pédaler un petit peu, ça peut être une autre solution. Et E, c'est pour exercice. Fait que faire des exercices adaptés en fonction des structures qui sont lésées. C'est intéressant. Le loading, entre autres, là, parce que là, on l'a pas traduit, mais c'est comme de mettre en stress mécanique progressivement les tissus qui ont été potentiellement lésés. Le concept, là, pour les blessures musculo-squelettiques, fait que je reviens avec ton exemple de l'entorse de cheville, c'est qu'idéalement, il faut pas avoir une douleur à plus que 4/10 quand on fait, un petit peu de loading. Donc ça s'applique aussi pour, le plancher pelvien puis, entre autres l'abdomen, là, quand il y a eu une césarienne. Fait que de se fier un peu à nos symptômes pour ajuster l'intensité de nos activités. Même chose de d'autres symptômes, là, fait qu'entre autres les lochies, là, qui sont les saignements qu'il va avoir même si on a eu une césarienne, on va avoir des saignements vaginaux. Donc d'ajuster l'intensité de nos activités en fonction des différents symptômes qu'on va avoir, ça va nous permettre d'avoir une récupération qui va être plus optimale. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que toi tu donnes en postnatal immédiat? Fait que les lochis, ça serait par exemple que j'en ai plus, puis que tout d'un coup, ça réaugmente parce que je suis allée faire l'épicerie, mettons. Fait que ça pourrait recréer un saignement. Ça pourrait être parce que j'ai raclé mes feuilles. Peu importe. Ensuite de ça, c'est d'être attentif aux signaux qui pourraient être, signes c'est ça que j'en ai trop fait. Fait que d'avoir une envie pressante d'uriner sans raison, qui pourrait être un signe d'hypermobilité vésicale, par exemple. Ça pourrait être d'avoir de l'incontinence fécale, gazeuse ou urinaire, qui serait un signe que, ben, je charge trop pour ma capacité. Aussi une sensation de lourdeur. Puis là, ça, j'aime ça rappeler aux patientes, tu sais, que c'est pas parce que tu sens de la lourdeur ou tu as de l'incontinence que tu es en train de te blesser. C'est juste que là, le tissu est en train de se réparer. Puis ce que tu lui demandes, c'est trop. Fait que de faire le parallèle, ça va mieux avec ma cheville, par exemple. Là, je marche, j'ai plus mes béquilles, je mets ma petite chevillère. Mais quand je prends une trop grande marche, ben elle enfle. Puis là, j'ai de la difficulté à descendre mes escaliers. J'ai mal, ça me tiraille. Ben, pour un périnée, par exemple, ça serait ça. J'ai une douleur dans le bas du ventre qui me tiraille, j'ai une sensation de lourdeur. Tu es pas en train de te faire nécessairement une descente d'organes, mais si tu banalises ça tout le temps,
ben là, ton périnée, tu l'empires, tu sais, il devient de moins en moins fort. C'est le contraire qu'on veut. On va avoir de moins en moins de symptômes. Et dans les premières journées, c'est normal d'avoir des symptômes. Mais si on fait les outils que les physios en prénatal vous enseignent, qu'on respecte les recommandations médicales également, ben vous devriez voir vraiment une belle amélioration au courant des semaines suivantes. Mais c'est ça, c'est un processus, puis il faut être indulgente, puis il faut être patiente, puis de s'entourer, en fait, des bonnes personnes là, pour se rééduquer. Et si, mettons, contextuellement parlant, parce qu'il faut le nommer, là, il y a quand même plus de 25 des femmes qui peuvent vivre une dépression postnatale, que c'est une surcharge, ça va pas. Ben, on fait ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a. On s'entoure des bonnes personnes aussi pour travailler cette sphère-là, qui est très, très, très importante, et on refait quand on a l'énergie. Ben, au moins, on essaie de pas dépasser notre capacité d'adaptation des tissus. Et on peut même aller voir une physio qui pourrait vous enseigner des stratégies plus correctives potentielles pendant un moment, soit un PSR, une orthèse, des trucs comme ça, si on n'a pas l'énergie de faire des exercices. Je pense aussi de ne pas se mettre la pression sociale parce que, tu sais, là, maintenant, les médias sociaux nous bombardent d'images de mamans qui s'entraînent très rapidement, qui retrouvent leur corps. Puis là, c'est comme si c'était ça le standard qu'il fallait atteindre. Mais d'y aller à notre rythme, de s'écouter, d'écouter nos symptômes, comme tu dis, de s'entourer, d'être bienveillante envers nous-mêmes puis envers notre corps qui vient de donner naissance. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'enlever l'espèce de pression sociale d'avoir une performance puis d'atteindre un standard qui est souvent pas très réaliste. Hem, Ben vraiment, je trouve tellement que c'est un beau point ce que tu nommes. Puis tu sais, ça, c'est dans tout, là, même la parentalité. Là, moi, j'ai pas fait la DME. Il y a tellement accès à l'information avec les réseaux sociaux. On dirait qu'on s'auto-juge. On est parfois, nous, la femme, je trouve. On a plus tendance à être dur envers nous-mêmes. Puis moi, j'aime rappeler à mes patientes d'avoir le regard qu'elles auraient pour leur ami envers elle-même, comme sois indulgente envers toi-même. Ta réalité, elle est complètement changée. Tu es un être humain, tu t'occupes maintenant. On fait avec ce qu'on peut. Et il y a plein de facteurs aussi génétiques qui peuvent influencer, mettons, la perte de poids d'une maman versus une autre. Puis ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas nécessairement la réalité. Tu sais, souvent, je m'en allais dans mes cours et je me disais, «J'aimerais pas être dans ces bobettes». Je m'imagine qu'en ce moment, elle a une belle grosse serviette parce que je crois pas que ça fonctionne avec la pression qu'elle met. Mais coudonc, ça lui fait du bien et je ne suis pas là pour la traiter. Mais c'est ça, tu sais, des fois, on le sait pas, là. On se dit: «Mon Dieu, elle est à 2 mois puis elle fait tout ça». Tu sais, moi, je suis tellement loin de tout ça. Chaque guérison est différente et nous sommes pas dans son corps. Fait qu'il faut s'occuper de nous, ouais, les puis jeunes patientes. on part d'un point de départ qui est différent puis qui est vraiment individuel à chaque personne. Tu sais, il y a des athlètes d'élite qui vont donner naissance, il y a des gens sédentaires. Fait que, tu sais, pourquoi tout d'un coup, en postnatal, tu deviendrais une athlète d'élite? Tu sais, je pense qu'il faut regarder aussi de où on part, puis c'est quoi nos objectifs personnels, puis de vraiment essayer d'enlever cette pression-là sociale. Fait que merci vraiment beaucoup, Emmanuel, de la belle discussion. Puis je pense que tu es vraiment une belle ressource. Fait que si les femmes ou les personnes enceintes veulent te consulter pour bien se préparer puis suivre tes cours, à quel endroit on peut te trouver? Je travaille à la clinique Femina, puis je travaille, oui, pour les cours. D'ailleurs, tantôt, tu disais, les papas, ils aiment bien ça. Je pense que c'est eux les principaux qui viennent voir après à quel point ils ont trouvé ça super pertinent puis qu'ils se sentent outillés. C'est vraiment, vraiment le fun, de les rencontrer aussi puis de leur donner, plein de pouvoir à travers ce moment de leur vie qu'ils se sentent très impuissants. Puis sinon, à la clinique pour, se rééduquer tant durant la grossesse qu'en postnatal, c'est ma passion et j'espère que ça l'apparaît. Oui, tu es toujours très intéressante à écouter, même si on a eu des discussions sur ce sujet-là ensemble plusieurs fois. Je pense que c'est ça, tu as vraiment une passion puis ça paraît là quand tu en parles. Merci beaucoup de ton temps. Merci.